Bienvenue à cette émission de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, évidemment, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté son budget jeudi. Un des budgets, selon les observateurs, les plus difficiles à boucler des 30 dernières années au Canada. On débute donc avec cette analyse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, je vais commencer avec vous parce que vous nous disiez il y a quelques jours que c'était le budget le plus difficile à boucler des 30 dernières années au Canada. Alors, je vous demande, est-ce que la ministre des Finances, Mme Freeland, a passé le test? Je pense que oui. Je pense que le budget est généralement bien accueilli. Donc, c'est un tour de force de la part de Mme Freeland. Et je vous dirais que le fait que le gouvernement de Justin Trudeau ait l'appui du NPD lui donne, je pense, les coups des franges pour oser un peu plus, mais oser d'une manière qui va donner des effets structurants à l'économie canadienne. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le budget. On a beaucoup aussi parlé de la hausse des dépenses, mais je pense qu'il y a quand même eu un peu de retenue parce que si le gouvernement libéral avait donné suite à toutes ses promesses électorales, je pense que les dépenses ont été encore plus importantes que prévu. Oui, parce que, bon, on disait budget difficile à boucler, entre autres, évidemment, parce que le gouvernement Trudeau devait rencontrer les demandes du NPD. Conrad, jusqu'à quel point on sent l'influence de l'Alliance libérale NPD dans ce budget? Mais en fait, c'est très modéré pour l'instant. Évidemment, l'NPD obtient assez pour appuyer le budget avec les soins dentaires et les investissements dans le logement. Mais ce qui est le plus frappant dans ce budget, c'est justement la retenue que la ministre dont a fait preuve la ministre. Tout le monde s'attendait à des dépenses, ou beaucoup de gens s'attendaient à des dépenses beaucoup plus élevées. Et il y a une reconnaissance de la part de la ministre dans ces documents que il est le temps de reprendre un peu le contrôle des finances publiques et c'est ça c'est le message qu'elle essaie d'envoyer en fait parce que avant le budget, rarement dans l'histoire du Canada a-t-on vu un ministre des Finances autant critiqué par le milieu des affaires pour avoir négligé certaines de ses responsabilités par rapport à la gestion des finances publiques et elle répond très fortement dans ce budget à ses préoccupations et c'est ça qui est le message le plus fort pour moi et pour Alain Dubuc serait probablement d'accord aussi que ce n'est pas un budget libéral typique, ce qui est ironique parce que c'est le premier budget qui vient après l'entente avec la NPD. Oui. Joël Denis, vous pensez que c'est pas vraiment un budget libéral aussi? Ben, il y a quand même un libéralisme dans ce budget parce qu'on investit quand même assez de façon importante pour faciliter l'accès à la propriété. Ça, je pense, c'est le thème majeur, c'est l'accès au logement, la construction de nouveaux logements. Je pense que ça va marquer un tournant pour ceux qui tentent justement d'avoir accès à la propriété. Notamment, on va interdire aux investisseurs étrangers d'acheter des propriétés au Canada pendant 2 ans. Peut-être qu'on va le prolonger si ça donne des fruits. Et aussi interdire ou taxer la vente rapide, précipitée, la revente précipitée de maisons pour éviter la spéculation foncière. Donc ça, je pense que ce sont de bonnes mesures. C'est quand même des mesures qui retrouvaient certaines d'entre elles dans le programme électoral du Parti libéral. Mais il y a vraiment une couleur orange teintée rouge dans ce budget, on peut dire, parce qu'il y a vraiment une empreinte néo-démocrate avec le programme de soins dentaires national, par exemple, mais aussi des investissements dans le logement. Ça, c'est une demande du NPD, mais aussi une préoccupation du Parti libéral durant la dernière campagne électorale. Conrad, on attendait beaucoup de voir ce qu'on allait faire avec les dépenses militaires. Ottawa, finalement, les augmente, 8 milliards sur 5 ans. Ça représente 1,5 du PIB. On est loin des 2 réclamés par l'OTAN. Quel message le Canada envoie sur la scène internationale? C'est un message prudent. Là, on évite de faire ce que l'Allemagne vient de faire et d'annoncer tout de suite une hausse des dépenses faramineuses sans avoir pensé à comment on voudrait dépenser cet argent-là. Et c'est justement ce que la ministre, c'est comme ça qu'elle justifie le fait qu'on ne voit pas la hausse attendue. C'est qu'il va y avoir une revue en profondeur des dépenses avant de lancer le grand plan. Donc, c'est dans quelques mois, sinon dans le prochain budget, qu'on verra une hausse des dépenses militaires beaucoup plus importante
qu'on voit actuellement. Mais il faut ajouter ces dépenses évidemment au cadre financier du gouvernement, ce qui indique avec la promesse l'an prochain des assurances médicaments, ou au moins le début d'un programme d'assurance médicaments à plusieurs milliards de dollars par année, que peut-être l'an prochain on n'aura pas le même retenu qu'on voit cette fois-ci. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement d'incertitudes, c'est ça qui frappe le plus dans l'économie mondiale. Le budget mise sur une baisse de l'inflation dès l'an prochain, mais la seule façon que l'inflation va baisser autant l'année prochaine, c'est s'il y a une récession. Et si on a une récession, donc toutes les prévisions de revenus vont être revenues à la baisse aussi. Oui, c'est ça. Joël Denis, je veux vous entendre sur les transferts en santé. Bon, pas de surprise, finalement, il n'y a pas d'augmentation à ce chapitre-là. Qu'est-ce que ça laisse présager dans les négociations à venir entre Ottawa et les provinces? De beaucoup de frictions, Esther, et moi, je ne m'attendais pas à ce que le gouvernement fédéral augmente les transferts, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelques mots dans le budget qui indiqueraient peut-être une porte ouverte à des négociations, à une hausse des transferts. Et ça risque de bousculer le cadre financier du gouvernement fédéral parce que les provinces réclament quand même un montant substantiel d'au moins 26 milliards de dollars de hausse annuelle. Il n'y a rien qui est dans le budget. Et donc, les négociations entre Ottawa et les provinces risquent d'être très houleuses. Et je m'attends à des réactions très vigoureuses de la part de l'ensemble des premiers ministres des provinces au cours des prochains jours pour critiquer le gouvernement fédéral parce que cette absence est quand même remarquée par tous, à savoir que $0 de plus pour financer un système de santé qui a été mis à rude épreuve durant la pandémie, qui l'est toujours d'ailleurs. Oui, on a entendu le chef du Bloc québécois aussi réagir à cet égard. Conrad, je vous amène sur le terrain de l'environnement. Ottawa injecte 15 milliards sur 3 ans pour attirer des investisseurs, surtout dans les domaines des technologies vertes. C'est un gros montant quand même, mais qui arrive au lendemain du feu vert au projet Baie du Nord. Qu'est-ce que ce budget envoie au sujet de l'approche environnementaliste du gouvernement Trudeau? Qu'est-ce que ça nous dit de son approche environnementaliste? Bien, c'est une approche très prudente et équilibrée, en fait. Pour ce qui est de ce fonds de croissance de 15 milliards, écoutez, les détails, ça reste à venir. Est-ce que ça va devenir ce qu'est devenu la Banque canadienne de l'infrastructure? C'est une belle idée, mais qui ne se développe pas vraiment. Et que donc il y a ce risque aussi, mais il y a aussi dans le budget ce fameux crédit d'impôt pour la capture de carbone, qui était une revendication très forte de l'industrie pétrolière et gazière. Et c'est 2,6 milliards sur 5 ans et 1,5 milliard par année après ça. C'est sûr que l'NPD est complètement contre cette mesure-là, mais ça indique que le gouvernement libéral, et on l'a vu dans le plan de réduction des émissions qui a été publié la semaine dernière, que les prévisions du gouvernement sont à ce que la production du pétrole canadien continue à augmenter pendant un bon bout de temps. Mais les prévisions jusqu'en 2030 indiquent une hausse de entre 22% et 33% de la production pétrolière canadienne d'ici ce moment-là, mais en même temps une baisse substantielle de 42% des émissions par rapport à 2019. Et la seule façon d'atteindre ces émissions, c'est ou la principale façon, c'est de faire en sorte que chaque baril de pétrole qu'on produit au Canada produise moins de kilogrammes de CO2 par baril. Et c'est ça le pari que fait Steven Guilbeault, et il mise aussi sur ces incitatifs qui sont dans le budget d'aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que ça va donner les résultats voulus? À suivre. Ouais. Sur ce qu'on ne retrouve pas dans ce budget, on le disait il y a un instant, pas d'augmentation de transfert en santé, rien de spécifique non plus pour les aînés. Joël Denis, qui sont les plus grands oubliés, selon vous, dans ce budget?
Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je repasse à travers l'ensemble du budget pour m'assurer que je vois les gens oubliés. Mais il est vrai que les personnes âgées n'ont pas retrouvé leur compte dans ce budget, mais ils ont quand même reçu un montant de 500 $ au mois d'août pour les aider à passer au travers la hausse des coûts liés à la vie. Donc ça, c'était un montant unique de 500 $. Mais j'ai reçu effectivement des courriels aujourd'hui de lecteurs plus âgés qui disaient qu'il n'y avait rien que pour les personnes âgées. Je pense que c'est évidemment les gens qui sont le plus mis de côté dans ce budget parce qu'on parle beaucoup de l'accès au logement, on parle des militaires, on parle de la lutte au changement climatique. Mais les personnes âgées, je pense, se sentent esselées ce soir. Oui. Conrad, pour terminer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, vous, dans le budget présenté aujourd'hui par Mme Freeland? Mais je reviens sur le cadre fiscal qui est beaucoup plus modéré qu'on aurait prévu. Moi, je m'attendais à peut-être un peu plus sur la défense, mais je comprends la justification qu'on ne l'a pas eue. Mais pour ce qui est des aînés, il faut rappeler évidemment que la sécurité de la vieillesse, c'est la dépense la principale du gouvernement et ça va augmenter substantiellement dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Donc, il est très, très, très difficile de promettre davantage aux aînés en termes de prestations parce que l'impact sur le budget est énorme. Donc, 500 $ à tous les aînés, ça a un impact énorme sur le budget. Et si ça continue, mais évidemment, si on augmente la sécurité de la vieillesse, ça a un impact à très long terme sur les... Ce qu'on n'a pas fait, évidemment, aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on a, Joël Denis et Conrad. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de prolonger votre journée déjà chargée pour nous. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Merci de vos analyses. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci, Esther. Bonsoir. Bye-bye. À la suite de l'onde de choc causée par les images de massacres de civils à Boutcha en Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau a promis de lutter pour que la Russie soit tenue responsable pour ces crimes odieux. Avec Fanny Lafontaine, avocate spécialisée, j'ai parlé du rôle du Canada dans l'enquête de la Cour pénale internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU après l'onde de choc provoquée par la découverte de cadavres de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev. Le gouvernement ukrainien accuse l'armée russe d'avoir perpétré ce massacre. Le président Zelensky affirme que la charte de l'ONU est bafouée et que le droit de veto qu'elle confère est devenu un droit de tuer. À Ottawa, les réactions à ce possible crime de guerre continuent. Le premier ministre Justin Trudeau a promis de lutter pour que la Russie rende des comptes après les massacres de civils ukrainiens. Tout d'abord, les images qui sortent de Boutcha sont absolument horrifiques. C'est inacceptable de voir ça. L'utilisation de meurtres de civils, mais aussi de violences sexuelles, de viols de façon systématique pour essayer de s'attaquer à la population ukrainienne, c'est quelque chose qui, évidemment, a été permis ou bien encouragé par les autorités russes. La Russie doit être tenue responsable de chaque viol, de chaque meurtre à Boutcha. C'est pour ça qu'on est devant le tribunal à La Haye. C'est pour ça qu'on est en train de demander que la Russie soit enlevée du Conseil des Nations Unies au niveau des droits de l'homme. Bonsoir, professeur Lafontaine. Bonsoir. J'aimerais justement parler avec vous de cette enquête de la Cour pénale internationale sur les atrocités commises en Ukraine depuis le début de l'invasion. On compte des milliers de morts, on le sait, jusqu'à maintenant chez les civils, au moins 400 juste à Boutcha. Le premier ministre Trudeau, il y a un instant, nous parlait des viols. Est-ce que le Canada pourrait véritablement jouer un rôle dans cette enquête? Et si oui, à quoi ça pourrait ressembler, ce rôle du Canada? Mais vous l'avez dit, donc déjà, la Cour pénale internationale enquête et c'est
est assez exceptionnelle parce que d'habitude, elle a compétence lorsque les États qui sont impliqués sont partis à son statut, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, l'Ukraine, exceptionnellement, en 2014, même si elle n'est pas partie au statut, a demandé à la Cour pénale d'enquêter, ce que le procureur a fait. Et le procureur, lorsqu'il a voulu ouvrir une enquête, a demandé aux États du parti de l'aider, en fait, et de lui référer la situation. Ce que le Canada a fait avec 40 autres États partis. Donc, déjà, le Canada a eu un rôle pour permettre au procureur d'ouvrir une enquête sans demander au juge. Bon, enfin, c'est un détail, mais donc le Canada est un des 41 États partis qui a déjà soutenu le procureur. Et le procureur, par la suite, une fois que l'enquête a été ouverte, a demandé aux États, justement, qui l'avaient sollicité pour enquêter, de lui fournir de l'argent et de lui fournir aussi des experts nationaux. Donc, le Canada a fourni déjà des agents de la GRC. On a entendu ça la semaine dernière. Donc, déjà des agents de la GRC pour joindre l'équipe de procureur. Donc, c'est déjà un premier pas, mais évidemment, il va falloir voir jusqu'où ce soutien-là va se continuer, parce qu'une enquête de cette ampleur, sur des crimes de cette ampleur aussi, évidemment, ne va pas prendre quelques semaines, et donc ce soutien-là du Canada qui est bienvenu, qui sont évidemment des premiers pas importants, va devoir vraiment se maintenir dans le temps et se maintenir à un niveau très élevé pour que le Canada puisse vraiment avoir un impact sur la capacité de la Cour pénale internationale d'enquêter, de tenir éventuellement des personnes responsables des crimes. Oui, parce que vous dites que ça ne va pas prendre des semaines. Expliquez-nous justement comment ça fonctionne, une enquête de la Cour pénale internationale. Quelles sont les étapes à suivre? Bien, évidemment, l'enquête est déjà ouverte. Donc, on va passer outre les étapes qui auraient pu précéder parce que des fois, simplement pour ouvrir une enquête, c'est très long. Mais là, le procureur, donc, l'enquête est ouverte et il est déjà sur le terrain avec des équipes d'enquêteurs, ce qui est assez exceptionnel aussi parce que comme les crimes se déroulent en Ukraine et que l'Ukraine évidemment, est ouverte à l'enquête de la Cour pénale internationale, eh bien, les procureurs ont accès aux scènes de crime. Et donc là, par exemple, à Boucha, qui a été récemment libéré et donc sous le contrôle de l'Ukraine, mais les enquêteurs peuvent avoir accès immédiatement aux scènes horribles qu'on a vues, documenter, donc identifier les personnes, vérifier que ce sont bien des civils, par exemple récupérer des balles qui ont été utilisées pour les meurtres, pour éventuellement les associer à des armes qui, elles, vont être associées à, par exemple, des armes qui sont détenues par l'armée russe, etc., vont pouvoir interroger des témoins pour déterminer qui a vu ce qui s'est passé, etc. Et donc, cette collecte de preuves-là, en temps réel, si vous voulez, alors que les crimes viennent tout juste d'être commis, c'est exceptionnel et ça n'arrive pas toujours dans les zones de guerre. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les enquêteurs vont identifier des crimes, parce vous l'avez dit, il y en a des masses. Et donc, on va sélectionner certains incidents pour aller vraiment au fond des choses, identifier donc la violation, le crime, et ensuite essayer de voir qui est responsable. Donc, évidemment, les soldats sur le terrain, mais qui leur donnait des ordres, et ainsi remonter éventuellement jusqu'au Kremlin. Et ça, c'est une preuve qui est difficile à faire, mais qui peut se faire avec notamment, la preuve sur le terrain, mais aussi toute la preuve digitale, donc qui peut être les communications qui sont interceptées. Et là, on va voir comment le procureur va obtenir le soutien des États, y compris des États-Unis, qui, avec leurs services secrets, etc., sont en mesure de donner des informations cruciales pour établir les responsabilités des crimes qu'on voit présentement en Ukraine. Oui, c'est ça. Pour revenir aux preuves qui sont recueillies sur le terrain, il y a aussi évidemment des photos, des vidéos qui circulent à la télé, sur les réseaux sociaux. Je me demandais, est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la cueillette de preuves? Est-ce qu'en fait, les réseaux sociaux aident ou compliquent la cueillette de preuves? Les deux, en fait. Ouais. En fait, c'est clair qu'ils aident, parce que, évidemment, si on regarde, par exemple, les enquêtes qui avaient cours dans les années 90-80, il n'y avait pas cet amas de preuves-là. Mais vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un des enjeux, et le procureur l'a déjà identifié. C'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels il souhaite avoir l'aide des États, c'est de bâtir une capacité beaucoup plus grande d'amasser la preuve, donc d'identifier les sources de ces preuves-là, parce qu'une preuve, si une photo n'est pas identifiée, qu'on ne peut pas identifier sa source, sa véracité, etc., elle ne sert à rien. Et donc, il faut identifier la source. Ensuite, ça prend des outils de traduction, par exemple, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas seulement des images, mais des témoignages. Il faut ensuite voir vraiment, faire des liens entre les différentes preuves qu'on a comme ça dans le monde digital, disons, pour ensuite aller identifier des témoins. Donc, à la fois, c'est exceptionnel d'avoir ces preuves-là, directes, mais aussi en raison de l'ampleur, de la quantité et de l'ampleur de ces preuves-là, ça prend des outils qui sont complexes et qui coûtent cher. Et donc, le procureur le fait.
D'ailleurs, simplement pour ajouter, il y a des organisations qui sont devenues spécialisées dans ce genre de collecte de preuves-là. Et j'ai l'impression que le procureur va aussi travailler de pair avec ces organisations-là pour aller, si on veut, distiller dans la masse d'informations disponibles celles qui permettent vraiment d'avoir un impact dans une preuve qui va être utilisée devant un tribunal au final. Oui, c'est ça. Et on sait qu'évidemment, le régime russe parle de ces vidéos truquées, des images de fake news. Finalement, on verra jusqu'où ça tient, ces arguments par les autorités russes. Je veux revenir avec vous sur ce qui est le fait de tenir responsables ceux qui ont commis ces crimes. Vous en parliez il y a un instant. En fait, qui pourrait ultimement être tenu responsable? Est-ce que ce sont les soldats sur le terrain, les officiers qui donnent les ordres, ou est-ce que, justement, on pourrait remonter jusqu'au président Vladimir Poutine? En fait, tout le monde. C'est-à-dire qu'en droit, évidemment, le soldat qui tue un civil est responsable de crimes de guerre, mais aussi celui qui a ordonné ou celui qui a ordonné, disons, des campagnes de massacre, ou encore même un supérieur, par exemple, un dirigeant militaire, dans un contexte où, par exemple, le dirigeant militaire n'a pas nécessairement ordonné la commission des crimes, mais savait que les soldats allaient en commettre et n'a rien fait pour les prévenir. Donc, il y a plusieurs méthodes pour attribuer une responsabilité à partir des petits poissons, c'est-à-dire ceux qui commettent le crime sur le terrain, jusqu'aux plus hauts dirigeants. Et là, il faut faire des distinctions, parce qu'il y a la CPI, donc la Cour pénale internationale, elle, souvent va s'intéresser aux plus hauts responsables. Ça ne veut pas dire simplement le chef d'État, mais quand même ceux qui ont une grande responsabilité, soit en raison de la gravité des crimes ou de leur position. Mais ce n'est pas les seuls qui enquêtent présentement. L'Ukraine enquête. Les procureurs ukrainiens enquêtent avec des équipes, notamment de d'autres États qui viennent les soutenir dans leurs enquêtes. Et ce sont eux, les tribunaux ukrainiens, qui, au premier chef, vont poursuivre la majorité des personnes responsables. Et là, on peut aller du soldat qui a été capturé et qu'on a des preuves qu'il a commis des crimes de guerre, jusqu'au commandant, par exemple, qui se trouve en territoire ukrainien. Oui, c'est ça. Et on va voir aussi à quoi s'exposent les personnes qui seront finalement tenues responsables. Fanny Lafontaine, je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit international pénal. Merci beaucoup de vos lumières. Merci beaucoup à vous. Ottawa a finalement déposé son projet de loi cette semaine qui vise à obliger les géants du numérique à partager leurs revenus avec les médias traditionnels. J'ai discuté des détails de ce projet de loi avec le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Merci de me recevoir. D'abord, expliquez-nous comment ça va fonctionner, ce système de compensation pour les médias traditionnels. C'est un système qui est très simple, il est basé sur le marché. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un peu comme si on crée une table de négociation et là, on invite d'un côté les plateformes et de l'autre côté les médias d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les revenus les revenus en ligne migrent vers les plateformes. Donc, si on regarde Google, Facebook, si on prend ces deux-là comme exemple, ils ont 80% des revenus. Ça a des conséquences directes. Par exemple, 450 médias d'information ont fermé leurs portes au cours des 15 dernières années, à peu près 65 au cours des 2 dernières années. Donc, il y a un impact réel. Ça ne vient pas renforcer la démocratie, au contraire, ça l'affaiblit parce qu'on a besoin d'une presse qui soit forte, indépendante, neutre. Donc, le projet de loi vise à renforcer cette presse-là. Et donc, ça dit aux plateformes dominantes, vous allez devoir négocier avec les médias d'information. Si vous avez une entente avec plusieurs d'entre eux, à ce moment-là, vous n'êtes pas assujetti à la loi. Par contre, vous n'arrivez pas à avoir des ententes, vous allez aller à un arbitrage final à la fin. Mais comment, justement, ces médias vont pouvoir négocier ces ententes avec les plateformes, les Google, les Facebook? Ça va être quoi le processus exactement? Bien, il y a des critères qui sont indépendants. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était d'être le plus loin possible, arm's length, comme on dit en anglais, que le gouvernement ne soit pas impliqué. Donc, on a mis des critères neutres dans le projet de loi. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères, par exemple, qu'elle est très dominante dans un marché, elle est assujettie à la loi. Et il y a des entreprises, des médias qui, eux, vont aussi se qualifier. Ces deux groupes-là vont devoir se rencontrer. C'est une obligation de se rencontrer et essayer d'arriver de bonne foi à une entente. S'ils n'arrivent pas à une entente, à ce moment-là, il s'en va un arbitrage final qui n'est pas fait par le CRTC. Le CRTC ne fait que superviser le processus. C'est fait par des personnes qui ont été acceptées, approuvées par les deux côtés. On en choisit 3 pour faire l'arbitrage final. Est-ce que c'est réaliste, Monsieur le ministre, de penser que des petits médias dans les régions, avec très peu de moyens, vont parvenir à négocier avec des géants comme Facebook et Google?
Mais pour nous, c'est essentiel qu'ils y arrivent parce qu'une grande partie du projet de loi est là pour eux. On est en train de perdre cette saveur locale, c'est des nouvelles régionales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le concept de négociation collective, qui fait en sorte que ces petits médias-là peuvent se regrouper et négocier, faire bloc commun pour négocier avec Google, avec Facebook. Pour avoir passé énormément de temps avec ces petits médias de partout dans le pays, je peux vous dire qu'ils appuient fortement le projet de loi, grâce en grande partie à cause de la négociation collective qui est rendue possible. Et ça va être qui, ces médias qui seront éligibles au partage des revenus? Qui va décider qui va pouvoir profiter justement de ces ententes? Encore une fois, il y a une série de critères qui sont neutres, qui sont utilisés actuellement pour les médias qui ont accès au crédit d'impôt. Donc, par exemple, avoir 2 journalistes, traiter de nouvelles canadiennes, que ce soit des nouvelles d'ordre général, là, pas un média qui traite, je sais pas moi, des meilleurs muffins en ville ou des trucs comme ça. Donc, il y a une série de critères. Ces médias-là sont inclus. Et à cela s'ajoutent les médias qui sont dans le secteur de la radiodiffusion. Donc, télévision, radio. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle, c'est une nouvelle. Alors, c'est pas parce que c'est dans un journal ou imprimé que c'est plus une nouvelle que si c'est dit à la radio ou à la télévision. Donc, on inclut tout le monde là-dedans. Oui. Pour ce qui est maintenant des plateformes, quand on parle des GAFA, là, on parle, Google, Facebook, mais il y a aussi Apple, entre autres choses, qui diffusent des nouvelles canadiennes. Pourquoi, dans votre projet de loi, vous avez ciblé seulement Google et Facebook? En fait, ils ne sont pas ciblés comme tels et ils ne sont pas non plus nommés. Il y a des critères indépendants. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères-là, eh bien, elle devient assujettie au projet de loi. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2020, Google et Facebook détenaient 80 des parts de marché, c'est-à-dire recevaient 80 des revenus publicitaires. Alors, imaginez, le petit 20 qui reste, là, ça se divise là, entre Microsoft, ça se divise à Apple, un paquet d'autres. Donc, ils ne sont pas dans des positions dominantes. Alors, si les résultats de 2020 se transposent aujourd'hui, c'est encore les 2 mêmes plateformes, mais on verra à travers le processus. Ouais, donc, des plateformes qui vont être en position dominante, comme vous dites. Ouais. En conférence de presse aujourd'hui, M. le ministre, vous avez cité à plusieurs reprises le cas de l'Australie, où une loi semblable a été introduite. On sait qu'en Australie, justement, Facebook a menacé d'arrêter ses opérations dans ce pays pour dénoncer cette législation. À quelle réaction vous vous attendez, justement, de la part de Facebook et de Google à cette législation? Je suis optimiste parce qu'on a eu d'excellentes conversations. Je n'ai pas attendu qu'on dépose le projet de loi pour parler avec Google, Facebook. Je leur ai parlé plus d'une fois. Mon équipe leur a parlé également. Ils nous ont dit, écoutez, on va prendre le temps de lire votre projet de loi. Est-ce qu'ils font actuellement? Et je vais leur parler par la suite. Ils savent très bien que ma porte est ouverte, mais je demeure confiant. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec nous? Certainement pas. Mais je sais déjà, d'ores et déjà, qu'ils sont d'accord que parfois certaines réglementations sont nécessaires. Maintenant, lesquels sont-ils pas acceptés ou non? On verra par la suite au niveau de nos discussions. Et nous, évidemment, on va suivre les suites de ce projet de loi C-18 que vous avez présenté aujourd'hui. Pablo Rodriguez, je rappelle que vous êtes ministre du Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine l'essentiel des faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.